On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une sur l'exception Niger avec un chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui sort, dites-vous, des codes traditionnels. Exactement. Il n'est pas dans le cadre des calculs géoculturalo-ethniques du pays et donc il apporte quelque chose de différent dans un pays qui est différent. Parce qu'il est aussi un peu une des démocraties les plus résistantes de la région dans un contexte sécuritaire très difficile. Et pour mieux comprendre, eh bien, n'hésitez pas donc à aller en kiosque pour commander Afrique Magazine ou également, bien sûr, sur Internet. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. J'irai en kiosque. Il est en kiosque, Gauthier. Et avec au menu aujourd'hui, Washington qui enquête d'où viennent les fuites de documents attribués au Pentagone. Des rapports qui sèment la zizanie entre alliés et provoquent l'ironie de Moscou. La Russie feint d'y voir une campagne de désinformation des États-Unis. Et puis l'état d'urgence en Italie, motif l'immigration. Les 3 premiers mois de l'année ont été les plus meurtriers pour les candidats à l'exil. 441 sont morts en Méditerranée, inédit depuis 2017. C'est tout de suite, on va plus loin. Vrai ou faux, la fuite de documents présentés comme des rapports confidentiels du Pentagone n'en finit pas d'agiter les États-Unis et leurs alliés. Une colère feinte, si l'on en croit la Russie, qui dit y voir une campagne de désinformation américaine. Si oui, dans quel but? Les documents présentés semblent attester de la faiblesse des capacités de défense ukrainiennes et du degré d'infiltration des renseignements américains, aussi bien en Russie que chez leurs plus proches partenaires. Noémie Roche. Elle circule sur Internet depuis des jours. Des dizaines de photos présentées comme des copies de documents classifiés américains ont été diffusées sur les réseaux sociaux et les plateformes comme Discord, Telegram ou Twitter. Des fuites qui font peser un risque très grave à la sécurité nationale, selon le Pentagone. Nous prenons donc cela très au sérieux. Il n'y a aucune excuse pour que ces types de documents se retrouvent dans le domaine public. On ne sait pas qui est responsable de ces fuites. On ne sait pas s'il y a une intention autre que celle de publier. Beaucoup de ces documents concernent la guerre en Ukraine. Y figure notamment l'état du conflit début mars, la situation sur des fronts stratégiques comme Bakhmout ou encore les défenses anti-aériennes de Kiev, cruciales pour sa défense. Certains documents révèlent aussi les points faibles de son armée. Embarrassant pour Washington, d'autres documents semblent indiquer que les États-Unis espionnent certains de leurs alliés. L'un mentionne que le service de renseignement israélien, le Mossad, aurait encouragé ses officiers à se rassembler contre la réforme du système judiciaire proposée par l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ce que nous ne savons pas, c'est toute l'étendue des fuites et dans quelle mesure elles pourraient nuire à la collecte de renseignements américains ou aux relations américaines avec des pays étrangers. Des conséquences qui sont en train d'être évaluées par le ministère de la Défense, tandis que le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour authentifier les documents et trouver l'origine de ces fuites. Avec nous en direct de Washington, Mathieu Mabin pour France 24. On en sait plus, Mathieu, sur la véracité de ces documents. Écoutez, sur ce sujet, on est bien obligé de reconnaître qu'on tourne un petit peu en... Quand je dis « on », je veux dire un peu tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les observateurs démunis que nous reconnaissons être humblement, mais quand on écoute John Kirby évoquer le sujet de l'authenticité des documents, on peut quand même faire quelques déductions. Il s'agissait de faux, s'il s'agissait de faux grossiers dans leur intégralité, comme cela a pu être évoqué, la communication de la Maison-Blanche et du Conseil de la Sécurité nationale serait largement simplifiée. Il suffirait de parler de mascarade, de manipulation grossière visant tout simplement à troubler les opinions publiques. C'est-à-dire concrètement ce que les réseaux sociaux produisent à tour de bras et de manière exponentielle depuis l'explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle couplée aux réseaux sociaux, comme chacun sait. Non, ce qui nous a convaincus, comme à peu près tous les médias sérieux, de continuer à nous intéresser à cette histoire, c'est que la publication de ces documents a réellement jeté un doute palpable, non seulement dans les salles de rédaction, mais d'abord au Pentagone. Et ça, je peux en témoigner. Donc, à la Maison-Blanche, c'est à peu près la même chose. Donc, chez le conseiller de la Sécurité nationale également. Ce qui semble être confirmé au moment où nous parlons, c'est que parmi les dizaines de documents qui se sont éparpillés sur les messageries instantanées, il y a des documents authentiques.
dont les chiffres ont été maquillés pour être remplacés par des chiffres faux. C'est notamment le cas des documents qui évoquent les pertes russes et ukrainiennes. On en parlera probablement un peu plus tard, mais à ce stade, le fait que ces faux révèlent des données en apparence à l'avantage des Russes, eh bien, paradoxalement, cela ne nous éclaire pas vraiment sur les origines de la fuite et surtout pas sur les effets qu'elles produiront à terme. Ensuite, si on procède par élimination, ces fameuses pertes russes et ukrainiennes ont été démenties par l'administration américaine, alors que, par exemple, les informations sur la défense antiaérienne ukrainienne, et notamment le manque cruel de munitions pour les S-300, n'ont pas été démenties quant à elles. Qui ne dit mot consent, ou pas. Eh oui, les Russes, en tout cas, ont réagi aujourd'hui, Mathieu. Ils disent y voir une campagne de désinformation orchestrée par Washington. Dans quel but? Quel pourrait être l'intérêt des États-Unis? Alors, ce qui est certain, c'est que la publication de ces documents diffuse une pagaille multidirectionnelle, on l'a dit. D'abord, on sent, c'est clair, une vraie fébrilité au Pentagone, ce qui en soi est une information. Une fébrilité évidemment liée au fait que des documents à l'origine authentiques, modifiés ou non, se retrouvent à la portée du public, puisque clairement, cela jette le doute sur la capacité du Pentagone à protéger ses propres secrets. Et ce n'est pas la première fois, on le sait. Mais une pagaille multidirectionnelle, puisqu'on a déjà assisté à des réactions diplomatiques bien concrètes, celles-là. On pense à celle de la Corée du Sud, par exemple, et qui réagit bel et bien comme si les documents étaient authentiques. Et on constate donc que cette affaire ne concerne plus évidemment que le Pentagone ou les services de renseignement, mais également le département d'État, qui est au moment où nous parlons en train d'écoper face à l'Égypte, également cité dans les documents, face à Israël, et bien sûr face à l'Ukraine et à l'administration Zelensky. Alors, je suis désolé, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais vous avez évidemment compris pourquoi. Même si nous sommes capables de déceler cette fébrilité au Pentagone, vous imaginez bien malgré tout qu'aucune source ouverte en circulation ne peut vraiment nous donner de certitude pour répondre à la question à qui profite la fuite. Merci, vous restez avec nous, Mathieu. Ziad Limam, ça vous semble plausible d'abord d'imaginer que les Américains aient pu faire fuiter des documents vrais ou faux ? Je sais pas, vu l'embarras, bon après on peut être adepte de la théorie du complot la plus sophistiquée, vu l'embarras, je pense quand même, vu l'embarras, le temps de réaction, il a fallu 3-4 jours pour qu'un représentant du gouvernement fédéral s'exprime, le fait même que Biden, silence complet, etc. Donc je pense quand même que c'est une fuite. Dont il ne maîtrise pas l'étendue. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui sont sortis. D'abord, ils ne l'ont même pas vu. En fait, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que ça fait déjà un certain temps que ça circule sur les réseaux Telegram, les réseaux sociaux, etc. Enfin, un réseau de gamers, hein, de joueurs. De joueurs, etc. Plus Telegram, plus les messageries. Et donc, ils aient mis du temps à se rendre compte que ces choses circulaient et pas très bon signe non plus sur l'état de, j'allais dire, de awareness, de vigilance des services américains. Donc là, on sent qu'on est quand même dans quelque chose qui relève de la bourde, du truc mal calculé. On ne sait pas très bien ce qui circule, on ne sait pas quels sont les documents qui circulent. On a du mal à répondre. Il y a des choses explosives qui sont quand même très, très embarrassantes. Qu'un des alliés les plus fidèles, normalement, des États-Unis s'apprêtait à vendre des armes à la Russie. La Corée du Sud. L'Égypte. L'Égypte, pardon, oui. Bon, c'est quand même très... aussi sur l'armement de la Corée du Sud. Oui, après que la Corée du Sud essaie de garder des liens avec la Russie, ce qu'on peut déjà mieux comprendre. Mais bon, tout ça est explosif, et tout ça est aussi un problème de crédibilité, parce que quand on confie des... D'abord, tout le monde sait que tout le monde espionne tout le monde, ça on le sait depuis longtemps, mais quand les Américains ont des secrets, leurs alliés espèrent que les secrets restent en de bonnes mains. Que le Mossad fasse de l'agit-prop contre le gouvernement israélien, par exemple. Il ne faut pas que ça se retrouve sur Internet. Etc. Et donc, derrière les révélations dont chacune d'entre elles devrait être vérifiée, sur l'Ukraine, par exemple, ce n'est pas non plus des révélations spectaculaires. C'est des analyses militaires pour dire que les Ukrainiens sont en difficulté, ils manquent d'armement. S'ils font une contre-attaque, est-ce qu'ils vont gagner beaucoup de terrain? Probablement pas. On n'est pas dans la révélation. De dire que le Mossad a manipulé des manifestants en Israël, on y est. De dire que l'Égypte voudrait vendre 40 000 obus à la Russie, on y est. Donc il y a différents niveaux. Donc ce que je pense, c'est que c'est plus aussi un problème de crédibilité pour la puissance américaine d'être, si c'est le cas, une passoire de ses propres secrets.
Oui, laisser fuiter l'idée d'un manque de matériel, de munitions, de précision, les faiblesses des systèmes de défense antiaérien côté ukrainien, ça pourrait être un moyen peut-être justement de masquer une contre-attaque imminente des Ukrainiens, de leurrer finalement un peu les Russes, Gauthier. Oui. Si l'on voulait abonder dans le scénario évidemment de Moscou aujourd'hui. Oui, à condition que nous ne soyons pas quand même surpris. Moi, je suis surpris par cette annonce récurrente de la part des Ukrainiens, qui sont presque au point, et ça n'est pas du tout une façon de critiquer la justesse de la cause de l'Ukraine, mais qui vous disent, voilà, alors, la contre-offensive, ça sera peut-être pas au printemps, et puis ça sera quand même en été, peut-être, et ce qu'on attend, c'est éventuellement qu'ils donnent une date. Hein, le 23 août, par exemple. Attendez, quand on mène une contre-offensive, on la raconte pas sur les marchés, les marchés aux puces. Alors, là encore, là, je vais dans le sens de Ziad par rapport à ces documents. Il y a une chose qui est là, indéniable, et là, je reprends ce que Mathieu Mabin nous disait hier, c'est ce ne sont pas des fichiers sous forme de fichiers, ce sont des photographies. Il le disait lundi, plus précisément. Excusez-moi, oui. Vous voyez, cette affaire nous déforme la perception du temps. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui était habilité d'une manière ou d'une autre à avoir accès à un certain nombre d'endroits, que ça soit au Pentagone, à la CIA, ou que sais-je encore, département d'État, a eu la possibilité de se trouver en présence de ces documents, qu'il ne pouvait donc pas emporter, contrairement à Donald Trump qui les emmène au Golfe. Il était obligé de les photographier sur place. Et donc, là aussi, pour les États-Unis, c'est quand même dans le domaine des fuites, dans le domaine du laxisme, de la baisse de vigilance, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quand même un peu fort. Est-ce que pour le reste, oui, est-ce qu'il y a des choses, on est en train de découvrir, il y a eu manifestement aussi des documents sur ce que les services américains avaient envisagé dans le domaine des présidents, ce qui concerne les présidents russes et ukrainiens. C'est-à-dire, que se produirait-il si Poutine mourait? Que se produirait-il si Zelensky mourait? Est-ce que la guerre changerait véritablement de nature ou pas? Bon, tout ça, ça fait partie d'un renseignement classique. Est-ce que de là, il faut en conclure qu'il ne faut pas en faire des gorges chaudes et que c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, du pipeau? Certains le diront. Mais en réalité, oui, il y a quelque chose d'important dans la mesure où vous savez très bien que les Républicains s'en empareront et en feront des gorges chaudes en disant « Regardez, cette administration, c'est une passoire » et que, effectivement, l'animosité de certains comme la Corée du Sud est compréhensible puisqu'il y a la réaffirmation à travers cette guerre en Ukraine d'un partenariat solide et d'une confiance renouvelée. Si effectivement, c'est vrai qu'on espionne, tout le monde espionne tout le monde, même Angela Merkel avait eu son portable personnel espionné, mais est-ce que c'est le moment de remettre en cause précisément cette forme d'assise collective? En tout cas, ce qui est bien sérieux dans les implications de ces documents, Mathieu, c'est qu'ils évoquent la présence de membres des forces spéciales britanniques et françaises. Là, on n'est vraiment plus dans la périphérie, mais les documents pointent un réel problème s'il est confirmé. Paris, évidemment, a démenti, mais est-ce que c'est crédible ? Oui, parmi la multitude d'informations évoquées dans ces documents, on ne découvre concrètement pas grand-chose. C'est en substance ce qu'on vient de se dire. En tout cas, pas en ce qui concerne le champ de bataille ukrainien à proprement dit. Oublions un moment l'Égypte, Israël et la Corée du Sud. Les documents disent qu'il y a effectivement des forces spéciales européennes présentes en Ukraine. La belle affaire, aurait dit Gauthier Rybinski. Il y aurait une quinzaine de soldats français des forces spéciales. Croyez-moi, quiconque souhaite la victoire de l'Ukraine espère qu'il y en a un peu plus que cela. Même s'il faut distinguer l'emploi des forces spéciales des opérations clandestines non revendiquées. Pardon, c'est un peu technique, mais la nuance est à souligner. Et donc, oui, il y a très probablement des forces spéciales européennes au contact de l'armée ukrainienne. Non, la France ne peut pas le confirmer, ce qui n'en fait pas pour autant un mensonge, mais tout simplement une pratique diplomatique tout à fait banale et ordinaire. Vous imaginez bien que ce ne sont pas 15 soldats qui vont renverser la donne sur le front est ukrainien. En revanche, il est essentiel pour Paris de posséder sur le terrain des interlocuteurs qui confirment bien que les armes envoyées par la France sont arrivées à destination, dans les bonnes mains, ou encore tout simplement pour compléter les synthèses de renseignements partagées par les alliés avec des yeux français cette fois. Donc là encore, pas de scoop, ce qui confirme que dans le fond, cette affaire inquiète beaucoup plus l'état-major américain et les rédactions occidentales que le combattant ukrainien de première ligne qui a bien d'autres choses à penser.
Oui, Ziad Limam, quand même, ce que ça dit pour nous Français, c'est qu'un président qui, il y a quelques jours, parlait d'une possible troisième voie, en tout cas de ne pas être suiviste vis-à-vis des États-Unis, et puis encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, a renouvelé depuis La Haye le fait qu'être être allié, ce n'est pas être vassal. C'est tout de même là une preuve, si elle est avérée, évidemment, la France ne va pas le confirmer, d'une implication française plus importante qu'on ne le dit dans ce conflit, pour le coup, aux côtés des États-Unis. Bon, là, encore une fois, on rentre dans le domaine de la... Enfin, on suppute, hein, parce qu'il est possible qu'une partie de ces documents soit vraie et une partie des documents soit faux. Il est possible que la personne qui fuite ait des intentions plus complexes que de juste balancer des documents, ou qu'il y a eu des interventions autrement, puisque ça circule depuis 15 jours, donc il y a des tas de gens qui ont pu s'en mêler. Donc de dire qu'il y a des Français qui sont au contact du front, enfin, comme disait votre correspondant, merci pour l'information, mais on est en guerre chaude vis-à-vis de la Russie sur ce terrain ukrainien. Si on perd un homme sur le terrain, c'est plus la même affaire. Oui, mais ce qui n'est pas arrivé. Oui. Donc on n'a aucun élément tangible. Il y a des soldats, il y a même des Américains qui sont morts, mais c'est des soldats, enfin c'est des volontaires qui sont partis. Mais on n'a pas de soldats officiels, forces spéciales ou agents ou X ou Y qui ont été ni prisonniers, etc. Mais on est quand même au front, on est à la guerre, on livre des armes, les Français livrent des armes, les Anglais entraînent des forces ukrainiennes pour aller au front. Donc tout ça, c'est absolument connu. Donc je trouve que cette partie des infos qui circulent... Bon, OK. Sur le discours stratégique, alors là, il faudrait ouvrir une deuxième demi-heure d'émission, mais... C'est lié, en fait, indirectement. Oui, c'est lié, sauf que... Parce qu'on est dans un début de méfiance ou de défiance entre alliés, quand même. Non, je pense que le discours de Macron, comme souvent... Dans le cas, quand il rentre dans la politique internationale, il y a un fond intéressant et la forme est complexe. Le moment est mal foutu. C'était pas maintenant, mais sur la souveraineté stratégique européenne, ça ne veut pas dire qu'on est contre les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas allié des États-Unis dans le conflit ukrainien. Dans le cas présent, c'était de dire on ne va pas se laisser embarquer dans une crise taïwanaise dans laquelle les intérêts européens ne sont pas forcément alignés à ceux des États-Unis. Et ça a déclenché, je pense que Mathieu pourrait nous le dire, une espèce de bronca aux États-Unis parce que justement, il y a eu un désaxage, non pas sur l'Ukraine, qui pour les Américains est un conflit imposé, mais qui n'est pas forcément l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, là, c'est la Chine. C'est la puissance chinoise, c'est Taïwan, c'est ça. Et donc, qu'un des membres de l'OTAN dise l'Europe a une parole à dire qui n'est pas forcément celle des États-Unis sur la Chine et sur Taïwan, là, c'était énorme. C'est pas l'Ukraine qui est concernée, à mon avis. Gauthier Rybinski va évidemment réagir dans un instant, mais peut-être Mathieu veut vous répondre sur justement la manière dont ont été pris ces propos français d'Emmanuel Macron sur cette question de Taïwan, même si ce n'est pas exactement le même sujet, bien sûr, que ces révélations. Alors, avec beaucoup moins de surprise que ça n'a été le cas en France, par exemple. Vous savez, le fait qu'un chef d'État d'un pays souverain, d'une grande démocratie comme la France, réaffirme qu'il a sa propre politique et qu'il voit le monde à sa propre manière, ça n'est pas du tout de nature à surprendre un chef d'État américain ou un diplomate américain, parce que c'est strictement ce que font les Américains tous les jours. Donc, je pense qu'ici, le message a été beaucoup mieux compris, à l'exception peut-être de branches conservatrices du Parti républicain. On pense à Marco Rubio, par exemple, en Floride, qui a fait une déclaration et qui a interpellé le président de la République française. Mais concrètement, dans les couloirs du département d'État, ça n'est pas en première ligne des sujets à explorer dans la journée. Ça n'a pas donné le sentiment, Mathieu, que la France revenait sur le statu quo de Taïwan, que d'ailleurs Emmanuel Macron a tenu à nouveau à confirmer aujourd'hui en disant il n'est pas question de revenir là-dessus. Mais pendant 2-3 jours, est-ce qu'il n'y a pas eu ce sentiment côté américain ? Mais je dirais qu'ils n'ont pas eu le temps en réalité, puisqu'entre la déclaration initiale qui a été publiée dans Politico et le discours du président de la République qui a clarifié, entre guillemets, en réalité reformulé de manière plus claire, effectivement, il s'est passé trop peu de temps pour que la diplomatie américaine réagisse de manière franche et directe, et d'ailleurs ça n'a pas eu lieu. Les diplomates américains qui ont pu s'exprimer sur le sujet, encore une fois, n'ont pas formulé une surprise aussi marquée qu'a pu le faire
la presse occidentale, la presse européenne, la presse française tout particulièrement, et encore une fois, cette opposition républicaine, conservatrice ici, qui a pris cela pour une forme de défiance. Mais encore une fois, Marco Rubio ne siège pas à Washington. Il est bien au chaud chez lui en Floride. Merci Mathieu Mabin qui était avec nous en direct, lui de Washington. Gauthier Rybinski, vous avez suivi d'ailleurs le discours aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Dans ce contexte où ces révélations américaines peuvent semer, on le dit, la zizanie, le trouble entre alliés, comme ça avait été le cas d'ailleurs, des révélations sur l'espionnage massif de la NSA, est-ce qu'il n'y a pas là tout de même un moment de flottement assez général et que... ont pu, en tout cas le sentiment qu'a pu donner Emmanuel Macron avec ses déclarations d'une distanciation en tout cas entre les alliés, et qu'au minima en Europe on ne parlait pas la même langue finalement aujourd'hui dans le rapport vis-à-vis des États-Unis. Oui, mais ça on le sait. On sait qu'un certain nombre de pays, notamment de l'ancien glacis soviétique, sont très attachés à cette protection américaine. Et puis en plus parce que les États-Unis c'est loin, et on se dit finalement, autant par exemple pour la Pologne et la Hongrie, la Pologne surtout, il faut être pro-américain, et puis le mode de vie américain, c'est pas les Américains qui sont loin qui vont nous l'imposer. Parce qu'on sait aussi que la Pologne, avant de se refaire une virginité en Ukraine, était aussi visée par l'Union européenne, et c'est pour ses manquements à l'état de droit. Mais, si vous voulez, là, j'ai un petit désaccord avec ce qui a été dit. Je trouve que, effectivement, ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi lors de sa visite d'État aux Pays-Bas, depuis Amsterdam, c'était de rattraper la chose en disant, au fond, ce que je veux, c'est une autonomie sur le plan du commerce, de l'économie, de l'intelligence, dans tous les sens du terme, qu'elle soit artificielle ou non, et surtout de pouvoir dire que nous maîtrisons, par exemple dans le domaine des semi-conducteurs, dont on sait que la Chine est très friande, que nous maîtrisons non seulement leur production, mais aussi leur domestication en quelque sorte. Très bien. Mais le problème de fond que pose ce discours, y compris aussi par rapport à cette affaire des fuites américaines, c'est qu'est-ce qu'on met dans une autonomie stratégique si elle ne doit être que militaire ou économique, la question se reposera toujours. Et on sait ce qu'a été précisément la question économique avant la guerre en Ukraine, puisque certains, de l'aveu même de leurs responsables, je pense toujours à Steinmeier, le président allemand, qui a dit « Nous nous sommes complètement plantés en nous disant qu'il n'y avait pas, avec Vladimir Poutine, qu'il n'y avait pas de problème à l'entraîner sur le terrain de l'économie, du pratique, du mercantilisme. » Est-ce qu'on est prêt à nouveau à ce genre de bévue, le mot est faible, avec Xi Jinping? C'est là, quand vous avez dit tout à l'heure que Emmanuel Macron parlait du fait qu'il était en faveur du statu quo Taïwan, très bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'on laisse Taïwan à la merci des crises de Xi Jinping, de ses élucubrations parfois impérialistes? Est-ce qu'on laisse ça? C'est pas tenable forcément. Et puis au bout du compte, on se dira ah ben oui, là quand il y aura une intervention militaire, on dira ah oui, à nouveau on s'est planté. Non, ça n'est pas. Si vous voulez, ça manque de colonne vertébrale, oui. Et ça manque d'idéologie au bon sens du terme. Réponse de Ziad. Dans un instant, on va écouter ce qu'a dit justement Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a semblé vouloir revenir un peu à la tradition de la diplomatie française. Écoutez. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. C'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Nous ne voulons pas fermer nos économies, nous croyons dans des économies ouvertes. Mais nous ne voulons plus dépendre de certains, et nous voulons en tout cas moins dépendre en général. Nos deux pays disposent en effet de capacités clés en matière de recherche et de production dans nombre de ces technologies de pointe. Donc vous le voyez, c'est un agenda bilatéral au service d'une ambition européenne partagée. Voilà, on vous a résumé en 2-3 phrases le discours sur la question de Taïwan. Mais je pense que... Il revient quand même. Hein. Non, il revient, il clarifie, parce que évidemment, la première position mais bon, encore une fois, on a lu 3 lignes, on n'a pas lu l'interview complète, etc. Dans l'interview complète, c'était quand même assez bien décrit. Pour répondre à Gauthier, est-ce que pour l'Europe, Taïwan, c'est la même chose que l'Ukraine? C'est des questions d'une violence absolue, mais c'est des vraies questions. Pour l'Europe, l'Ukraine, c'est chez nous. C'est la porte à côté. C'est Moscou qui veut envahir la moitié de l'Europe de l'Est et éventuellement glacifier, détruire l'Union européenne, etc. Parce que ça le gêne, etc. Taïwan,
Oui, le statu quo, on a droit à la discussion sur le statu quo, il faut que ça reste sur le statu quo. Mais il y a une gêne en Europe qui est, comme le disait votre correspondant, Mathieu, il y a une gêne parce qu'aux États-Unis, c'est devenu le conflit séminal. C'est devenu l'affaire du siècle pour les 20 ans qui viennent. C'est devenu, il faut qu'on graisse les premiers. C'est devenu, on défendra Taïwan jusqu'au bout, y compris s'il faut aller à la guerre nucléaire, par une partie de la classe politique américaine. Et ça entraîne un durcissement, la guerre sur les microchips, etc. Et les Européens essaient de dire, on n'est pas contre sur le statu quo, mais vous nous entraînez dans une discussion où nos intérêts commerciaux, économiques et stratégiques sont mis en jeu, pas de la même manière, c'est-à-dire que ce n'est pas un intérêt vital pour l'Europe comme l'est l'Ukraine. C'est pour ça que Gauthier, je vous dis, il y a des questions qui sont d'une brutalité inouïe, mais qui sont des questions réelles. Est-ce que pour l'Europe, Taïwan, c'est la même chose que l'Ukraine? Elle se pose ces questions. Oui. Les décrire, c'est du réalisme. Dire arrêtons-nous à cette question, c'est du conformisme. Non, c'est... Si, attendez. La puissance européenne, avec ses 447 millions d'habitants, le marché européen, il a aussi des moyens de pression. Comment comprendre aujourd'hui que dans un cas, le président français dise à propos de la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui nous engage tous, et de dire que dans un second cas, celle de Taïwan ne nous engage pas. Ça veut dire que ça a une fonction, finalement, presque expiatoire, de dire, écoutez, on n'est pas forcément dans le vrai partout, mais comment voulez-vous que la crédibilité européenne soit confirmée lorsqu'on vous dit que dans un cas, elle est valable, et que dans un cas, il faut être ferme vis-à-vis de la Russie, et de l'autre... Un totalitarisme, et pas dans le cas d'un... Dans un cas, il dit statu quo. Mais statu quo, déjà, c'est laisser Taïwan à la merci, encore une fois, mais c'est la position, de moyens de pression. C'était la position américaine jusqu'à il y a... non, mais je suis bien d'accord. Mais quand on s'appelle... Alors, c'est peut-être par rapport au personnage, Emmanuel Macron, qui dit, voilà, je crois en la force du politique. J'ai une vision. Je trouve qu'elle est extrêmement courte dans ce cas précis. On ne vous mettra pas d'accord. Un mot peut-être de Mathieu, tiens, pour conclure. Mathieu Mabin, ça vous a évoqué... je vous voyais acquiescer, justement. Oui, en fait, je n'ai pas d'avis arrêté. D'ailleurs, c'est pas mon travail. Mais ce que je peux constater ici, c'est que effectivement, l'Ukraine a valeur dans les consciences politiques américaines de part et d'autre, a valeur de laboratoire. Il y a une idée qui est omniprésente ici, c'est que si l'Ukraine tombe, alors Taïwan suivra. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse ? Je n'en ai pas la moindre idée au stade où nous en sommes. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que dans l'esprit de Joe Biden et de la garde qui entoure Joe Biden, c'est tout à fait le cas et c'est tout le sens de l'engagement de l'Amérique, cet engagement acharné, extrêmement coûteux dans la guerre en Ukraine, jusqu'à se poser la question de savoir si tôt ou tard il ne faudra pas envoyer des soldats occidentaux sur le terrain. C'est ça le sujet ici, hein, clairement, et au Pentagone en particulier. Et d'ailleurs, pour revenir au sujet initial, ces fuites de documents soulignent un problème de ressources humaines en Ukraine. Et si le Pentagone en est à s'interroger, il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais des officiers réfléchissent à cette question, à s'interroger sur le fait de renforcer les contingents ukrainiens sur le terrain pour ne surtout pas perdre la guerre, c'est que l'enjeu est colossal. Et dans les esprits des diplomates américains et autour de Joe Biden et chez Joe Biden, il y a une connexion directe avec le spectre d'une intervention chinoise à Taïwan, bien sûr, oui. Merci Mathieu Mabin avec nous en direct de Washington. Merci à Ziad Limam qui était notre invité aujourd'hui. On va plus loin comme chaque mercredi. Merci Gauthier Rybinski. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.